Quand je faisais des TikTok qui marchaient bien, j'avais l'impression que la moitié de la France l'avait vu, tu vois. Pendant 5 ans, je bossais tous les week-ends, je voulais provoquer ces trucs. Je suis un peu un malade, je veux tout le temps sortir du contenu partout. T'es tout le temps en concurrence avec tout le monde, obsédé par ça. Tous mes scripts, c'est au mot près, tu vois. C'est intransigeant. Si là, je me rends compte que mon scénario ne marche pas et que j'annule, je perds plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est un stress de malade, tu vois. C'est la première fois que je me disais, viens, on arrête. Et en fait, tu vois, ça, c'est tout ça que les gens ne se rendent pas compte en regardant la vidéo. J'ai fait toutes les pubs de Space Fox, la marque de vêtements d'Amixem. J'ai été contacté par Pierre Ninet qui m'a dit c'est incroyable. Ok, à partir de maintenant, je peux tout faire. Donc j'ai hâte de vous partager ça, ça va être de la frappe. Antoine Rakan m'a gentiment invité chez Webedia pour discuter de son parcours. Il avait 2 rêves, devenir youtubeur, mais aussi réalisateur de films d'horreur. Il a choisi de ne pas choisir. Et comme dans tout bon film d'horreur, le début n'a rien d'un happy ending. Au départ, moi, je suis un grand fan des réseaux sociaux et de YouTube. Je regardais énormément de YouTube quand j'étais plus jeune, ado, etc. Et j'ai toujours voulu être youtubeur, sauf que je faisais des vidéos qui marchaient pas du tout pendant un long moment. Moi qui viens d'une école de ciné, les gens n'étaient pas trop focus Internet et ils étaient plus en mode Internet, ils s'en foutaient. Mais c'est toujours un peu le cas, je vais pas te mentir. Ah ouais, en école de ciné, c'est toujours le cas. Pourtant, aujourd'hui, on peut plus faire comme si ça n'existait pas, tu vois. Même si moi, j'adorais Internet, j'avais l'impression d'être un peu illégitime et que Internet, c'était pas un vrai truc. Et moi, tu sais, j'avais un peu du mal à me l'avouer, déjà parce que ça marchait pas. Du coup, en même temps, c'est normal que ça soit dur d'en parler à tes potes, d'en parler comme ça. Maintenant que mes vidéos marchent, je suis un peu en mode cette étape-là, tu vois, qui est un peu aujourd'hui, si je regarde les vidéos sont pas bien, mais elle est nécessaire, tu vois. T'es obligé de commencer quelque part. Moi, je suis pas du tout dans le truc où en mode c'est honteux de commencer d'être mauvais. Parce qu'en fait, si tu commences pas, tu seras jamais bon. Et ça marche pour tout un tas de trucs, pour tous les domaines. T'apprends énormément au début et surtout t'apprends quand tu te foires. C'est en faisant plein de vidéos qui marchent pas que t'apprends à faire des vidéos qui marchent. Et du coup, pour moi, cette étape de l'échec, elle est primordiale. Moi, je suis un peu en mode dès que je peux, je dis à des gens, je dis, on s'en fout, fais-le, tu vois. Fais-le parce que les mecs qui te jugent, eux, ça va pas impacter ta vie. Mais toi, si tu le fais pas, je sais pas, à 16 ans, après t'en auras 25, tu vas dire, putain, je rêve d'être youtubeur, mais j'ai jamais allumé une caméra. Il commence à être tard et tout. C'est jamais trop tard. Mais plus vite tu commences, plus vite tu seras content de l'avoir fait. Aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance dans ma mentalité. C'est que j'ai galéré pendant longtemps, tu vois. Je prends jamais rien pour acquis et que je sais que c'est un truc qui a de la valeur. Mais avant d'écrire sa propre histoire, il a d'abord appris à mettre en scène celle des autres. C'est dans l'ombre, aux côtés de Greg Guillotin, qu'il affine son regard en montant certaines des caméras cachées les plus marquantes de YouTube. Travailler avec Greg Guillotin, ça m'a permis de voir que c'est un vrai métier, de voir comment ça marche une prod, toute cette légitimité-là, tu vois, toute sa vie tournait autour de ça, tu vois, et du coup, ça m'a appris énormément de choses. Lui était monteur aussi parce que Greg, il maîtrise toujours tout ce qu'il fait, et du coup, j'ai appris plein de trucs parce que je voyais comment il fonctionnait et un peu la rigueur avec laquelle il montait ses trucs. Il y a ce truc de où il veut maîtriser tout et il raconte une histoire, tu vois, quand tu fais un pire stagiaire, il y a une vraie histoire parce qu'il veut que le mec qui est piégé soit touchant. Ah oui, il a déjà des intentions. Bien sûr, ouais. Et même lui, tu vois, pour tirer les ficelles qui rendent le truc marrant, il faut savoir vers où tu vas aller jouer, il faut savoir quelle réaction tu vas susciter auprès du mec que tu es en train de piéger, etc. Et c'est vraiment un truc de mastermind et c'est pour ça que tout le monde peut pas le faire et il est obsédé par ça, c'est pour ça qu'il est aussi fort, tu vois. Et je pense qu'il m'a beaucoup impacté aujourd'hui. Aucune de mes vidéos YouTube n'est sortie sans que je repasse sur le montage, tu vois, même s'il y a un monteur YouTube. Parce que du coup, je pense que je suis un peu comme lui, je veux maîtriser le moindre truc. Dans sa tête, le scénario est clair, YouTube. Mais le script change en cours de route. Une nouvelle application commence à prendre de l'ampleur dans le monde entier, TikTok. Et plutôt que de résister, il décide de se prêter au jeu. Je travaillais avec Greg, tu vois, je faisais du montage, puis il y a eu le confinement Covid. Du coup, j'ai perdu mon taf parce qu'on avait arrêté de tourner. Et du coup, j'étais dans mon appart et je me suis mis à faire des TikTok tout le temps. En fait, je savais déjà monter, etc. Et j'avais un peu d'aisance face à la caméra parce que je faisais des vidéos YouTube mais qui marchaient pas. Et du coup, je me suis mis un peu all-in sur TikTok en mode, je vais faire ça. Moi, j'en ai pas parlé pendant très longtemps à mes parents. Et sauf que ma mère, elle m'appelait, tu vois, peut-être une fois par semaine, elle me disait, bon, tu vas déposer des CV, tu vas faire quoi là? Parce que, ok, c'est le confinement, mais après, tu vas faire quoi? Et du coup, un jour, je lui ai fait, en fait, je fais des vidéos sur TikTok. Et elle connaissait vite fait le truc, vu que je travaillais avec un YouTuber, j'avais un peu montré YouTube. Et du coup, elle a fait, ok. Et ça s'est mis à marcher, tu vois, en peut-être 15 jours, j'ai pris 200-300 000 abonnés. Je pouvais pas encore en vivre, mais je me disais, ok, il y a un truc à faire. Une fois qu'il y a les chiffres et que les gens peuvent scroller, voir des commentaires et voir qu'il y a des gens qui interagissent avec ce que tu fais, plus du tout le même impact. Tu vois, les gens se mettent direct à faire, waouh, c'est dingue, tu vois. En fait, dès que ça s'est mis à marcher bien pour moi sur TikTok et que je commençais à avoir suffisamment d'argent, j'ai commencé à travailler avec Thibaut parce que ça nous permettait d'avoir plus de recul sur ce que je faisais. Et du coup, avec Thibaut, c'est comme des malades. Pendant 5 ans, je bossais tous les week-ends. Je voulais provoquer ces trucs. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Du coup, pour moi, c'était génial, ça marchait bien, mais il y avait aucun moment, ça me sortait de la tête qu'il fallait que je continue à bosser. Tu vois, c'était pas en mode, je suis là, alors que totalement par hasard. J'ai dormi 5 heures pendant 3 mois, du coup, trop bien, ça marche, tu vois. Mais j'ai été quand même ultra reconnaissant parce que j'ai quand même eu de la chance dans comment les choses se sont passées, d'être là au moment où TikTok prenait une ampleur folle, etc., tu vois. On pourrait penser que l'histoire s'arrête ici, que sa réussite sur Internet est déjà accomplie. Il a réussi à ramener la fiction là où il n'y en avait plus. Mais YouTube n'a jamais vraiment quitté le scénario. En fait, le format court,
c'est très puissant parce que tu peux faire énormément de vues. Quand je faisais des TikTok qui marchaient bien, j'avais l'impression la moitié de la France l'avait vu, tu vois. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais à l'époque, l'algorithme, tu faisais 99% de tes vues en 48 heures. Tu vois, donc je postais une vidéo, si c'est un banger, elle peut faire 5-6 millions de vues, mais elle va le faire en 48 heures. Tu peux toucher énormément de monde très vite, là où YouTube, tu vas pas avoir 100 000 abonnés en 2 jours, tu vois. Pas possible. Mais ta carrière est aussi très courte dans le sens où si j'arrête de travailler, ma carrière est terminée. D'un coup, toutes tes vues s'arrêtent. C'est pas comme sur YouTube où t'as ta communauté qui est habituée à regarder ce que tu fais et qui va continuer à regarder ce que tu fais. Ça fait peu de temps que je suis sur YouTube vraiment. C'était un peu essentiel pour moi au bout d'un moment. Quand je me suis un peu retrouvé, ça faisait plusieurs années que je faisais du TikTok, ça marchait super bien. Et j'avais un peu cette impression de, tu vois, j'allais dans la rue, il y avait plein de gens qui m'arrêtaient et tout. Mais des fois, les gens me disaient, ah, j'ai adoré ta vidéo où t'as fait ça. Mais c'était pas ma vidéo, tu vois. Et en fait, ils confondent, ils maîtrisent pas bien et tout. J'avais un peu cette impression de ce que je fais a un impact, mais un peu, c'est un peu une illusion, tu vois. Enfin, on l'a toujours dit, je pense que tout le monde le sait, avoir 10 millions d'abonnés sur TikTok, c'est pas comparable à un mec qui a 10 millions d'abonnés sur YouTube. Les gens te voient aussi différemment, ils passent moins de temps avec toi. Et je pense que là, si je te demande de sortir ton téléphone et de montrer les gens à qui t'es abonné sur TikTok, il y en a plein, tu sauras plus trop qui c'est, tu vois. Tu vas dire, ah putain, oui, ah ouais, lui, j'avais vu une vidéo, j'avais bien aimé, je me suis abonné. Sauf qu'en fait, depuis, t'as rien regardé. Parce que comme tu dis, tu scrolles comme ça et tu choisis pas d'aller voir. C'est limite comme un like. Un peu plus qu'un like, c'est genre en mode, si tu reviens, bah, je regarderai. Mais en soi, ça n'a pas vraiment de signification. Et alors que sur YouTube, c'est différent. Quand tu fais un truc qui marche bien, après, tu vas dans la rue, les gens, ils te parlent, et ah, j'ai trop aimé ça, j'ai trop aimé. Et du coup, t'as un peu plus cette satisfaction t'as vraiment l'impression de partager un truc. Pour réussir sur YouTube, il fait face à ce que j'appelle parfois la cour de justice, la même que l'on peut retrouver sur TikTok. Une cour où les principaux avocats sont le like, l'abonnement, le commentaire, mais un seul juge tranche vraiment. Quand on fait des vidéos qui marchent bien, c'est trop génial, mais du coup, si tu mets la barre à un certain cran, tes abonnés, ils ont envie que ça soit au minimum à la même hauteur. Tu peux pas lâcher un truc moins bien. Même si les gens sont très gentils, il y a tellement de mecs qui sortent de vidéos et qui sont trop forts, qui sont géniaux, bah, que t'es tout le temps en concurrence avec tout le monde. Tu vois, le spectateur ne doit pas s'en rendre compte, mais en fait, quand tout le monde sort des vidéos en même temps, il y en a plein des très gros créateurs qui sortent des super vidéos, mais en fait, tu ne vas pas popper dans la page d'accueil YouTube des gens. Si ta vidéo est moins bien, l'algorithme, il va dire, ah, les gens ont moins regardé que d'habitude, du coup, je vais moins l'envoyer, je vais plus t'envoyer les autres. C'est le watch time le plus important. Tu peux sortir une vidéo, c'est un fond noir qui dure 10 heures. Si les gens regardent les 10 heures de fond noir, elle va péter, tu vois. Est-ce du coup, c'est pas risqué de faire des vidéos d'1 heure? Oui et non, parce que il y a un peu plus de trucs, du coup, les gens qui t'aiment bien et qui regardent tes vidéos sont plus susceptibles de regarder les 40 minutes. Alors que si tu lâches une vidéo de 15 minutes, ceux qui t'aiment bien, ils vont peut-être regarder 15 minutes, mais du coup, la moyenne sera plus haute si la vidéo est plus haute, etc. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des vidéos longues, et l'algorithme, il aime bien quand la moyenne de visionnage, elle est haute. Enfin, tu vois, le but de YouTube, c'est d'avoir des gens qui restent sur leur plateforme. Si t'es un créateur et quand tu sors une vidéo, les gens restent une demi-heure sur la plateforme, bah YouTube, il aime bien. Alors que si les gens restent 30 secondes sur ta vidéo, il aime pas trop, tu vois. Très vite, il comprend que pour exister face à ce juge, les idées ne suffisent pas. Il faut savoir les écrire autrement, les rythmer, les structurer différemment. Et c'est là que sa méthode commence à se construire. J'ai eu la chance, moi, de commencer par les réseaux verticaux, où ce que tu dis, le mot que tu utilises, la phrase a une importance capitale. Tu peux pas dire n'importe quoi. Tu peux pas dire des phrases qui ne servent à rien. Parce que sinon, tu perds l'attention des gens, ils s'en vont et ta vidéo ne va pas marcher. C'est intransigeant et c'est cool parce que du coup, ça m'a appris à vraiment... Tous mes scripts, c'est au mot près, tu vois. Même au début, c'était mon problème. Je faisais des vidéos storytelling qui étaient vraiment très courte parce que j'allais trop à l'essentiel. Tu vois, quand par exemple tu as une affaire de meurtre, tu peux commencer par raconter l'enfance du tueur, qui évolue jusqu'à ses premiers meurtres, ou alors tu commences ton histoire par un meurtre, ou des fois tu peux, un peu à la manière de comment on écrit un documentaire, tu peux dire je vais raconter ça, puis là d'un coup je mets un nouveau personnage qui est en fait une antithèse qui va déconstruire tout ce qui a été dit avant. Si un personnage est un mythomane, tu vois, par exemple, tu peux aller dans son sens où il raconte des mythos, des trucs comme ça, et du coup c'est hyper intéressant. Si j'avais 15 ans, je fais des TikTok, ça marche direct, peut-être j'aurais la grosse tête de malade, ou peut-être je me dirais ah mais c'est parce que je suis trop fort. Mais non, c'est peut-être que sans le savoir, t'as utilisé des biais psychologiques qui marchent bien auprès de l'audience. T'as fait des trucs où l'attention des gens est captée dès la première seconde, donc ça marche bien. Tu vois, c'est un peu des trucs comme ça qui pour moi sont toujours explicables. C'est pas une question d'être fort ou pas fort, c'est juste que c'est des trucs qui s'apprennent. Mais créer et produire ne reposent pas sur les mêmes règles. Face à cette réalité, il comprend qu'il va devoir contourner certaines limites pour pouvoir continuer à avancer. Au début, moi, je voulais pas trop, tu vois, parce que je me suis dit, ça va jamais marcher parce qu'il y a plus de fiction. Tu vois, il y a une époque où il y avait sur iCat, Studio Bagel, Golden Moustache, tout ça. Et en fait, eux, ils faisaient de la fiction et c'était génial. Moi, j'adorais Studio Bagel. J'étais un énorme fan. Et je pense qu'ils ont eu énormément d'impact sur beaucoup de gens, et surtout ma génération. Parce que moi, je regardais les premiers youtubeurs, ils faisaient de la fiction. Je me suis dit, je veux faire de la fiction. Avec Thibaut, avec qui on bosse depuis 5 ans, il me disait, mais vas-y, on teste. Et
il avait raison parce qu'on a testé et ça a grave pris. Sauf que je pense que c'est une question d'argent. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, faire de la fiction, ça coûte énormément d'argent. Et en fait, le twist pour que ça coûte moins cher, on fait ça un peu en mode fan footage. C'est un type de film d'horreur où en fait, c'est un des personnages qui tient la caméra. Et du coup, en fait, tu t'affranchis de tout ce qui est chef-op, découpage, etc. Tu gagnes un temps fou sur le tournage. Du coup, ça te permet de faire de la fiction sur peut-être un quart du prix. Moi, ça me permet de faire de l'horreur. Du coup, je suis très content. Mais même comme ça, c'est difficile. Parce que, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui coûte cher. Et que sur YouTube, on est maintenant à une ère où tout le monde fait des énormes prods qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Et moi, je suis pas encore dans ce game-là. Du coup, dès qu'on écrit une histoire, on garde toujours en tête de comment on va le filmer. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais des trucs avec une créature en 3D qui me pourchasse pendant des jours. Parce que sinon, ça coûterait 100 000 euros et je pourrais pas le faire. C'est un peu un challenge, mais c'est trop bien parce que c'est aussi ça qui me plaît dans le fait de faire des films. C'est que t'as toujours une contrainte de budget. Du coup, il faut un peu s'amuser à dealer avec ce que t'as, tu vois. Ça t'oblige à être un peu malin. Et c'est ça aussi qui est bien dans l'horreur, c'est que la mise en scène, la manière dont tu filmes les choses est hyper importante. C'est ça qui transmet la peur ou non. C'est une manière de créer différente, mais voilà, c'est ce qui me plaît là-dedans. Une histoire désormais écrite comme il se doit, avec des moyens réunis. Sur le papier, tout semble prêt. Sauf que ce qui arrive est bien plus exigeant et éprouvant que ce qu'il n'y paraît. Il y a 1 mois de travail pour une fiction. Quand on fait de la fiction, c'est un travail titanesque. On a l'idée globale de ce qui va se passer, peut-être en 2-3 jours, mais après, il faut écrire concrètement ce qui se passe. Ça peut nous prendre une semaine. Puis après, il faut gérer toute la prod qui est réserver les lieux, gérer le tournage. En général, on tourne sur 4-5 jours et on tourne loin de Paris. À Paris, le problème, c'est que c'est trop dur de réserver des lieux cool visuellement. Soit ça coûte très très cher, mais genre très très cher. Il y a des lieux qui coûtent genre 3500 € par jour. Et juste pour avoir ton lieu. Du coup, on est obligé d'aller loin. Du coup, ça prend du temps. Il faut réserver un van. Il y a un chauffeur. Au début, c'était nous qui conduisions avec Thibaut. Sauf que, en fait, quand tu vas tourner 10 heures à un endroit et que si en plus tu tapes 2 heures de route T'es fatigué. en te levant à 5 heures du matin, que des fois il y a des bouchons et tout, t'arrives sur place, t'es déjà crevé. Et tu vas avec les comédiens, tu vas avec l'équipe de déco. Parce que quand t'arrives dans la maison, il faut la décorer. T'as l'équipe de déco qui commence à préparer les trucs. T'as le mec au son qui prépare les trucs et tout. Tu vois, c'est tout un truc qui doit s'articuler. Et en fait, des fois, c'est jamais assez. Tu te dis, putain, on aurait dû mieux écrire ce passage-là. Puis après, tu te dis, attends, on a tourné 3 jours là déjà. Là, on est le 4e jour. Si là, je me rends compte que mon scénario ne marche pas et que j'annule, moi, personnellement, je perds énormément d'argent. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je sais que pour rembourser ça, il y a une pub qui va être placée dans la vidéo. Avec eux, tu décides d'une date de diffusion. Et donc, en fait, quand je suis là, je suis sur le tournage, ça marche pas. Il faut qu'on trouve une solution. Sauf que, comme je te dis, le temps tourne et tout. Et tu sais, t'es en mode, bon, ok, on coupe ça, on enlève ça. Oh, c'est pas grave, on raccorde là. C'est moins bien, mais au moins on le fait. Putain, mais est-ce que les gens vont quand même aimer? C'est un stress de malade, tu vois. Et tu vois, moi, La Sorcière, notamment sur le tournage, il y a un moment, je me suis dit, on arrête. C'est la première fois que je me disais, viens, on arrête un tournage. Et on replanifiera des jours. Mais en fait, je pouvais pas parce que la vidéo devait sortir. Et en fait, tu vois, ça, c'est tout ça que les gens ne se rendent pas compte en regardant la vidéo. Tu te retrouves face à des contraintes auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Et je me suis jamais dit, waouh, ça marche mieux que ce que j'avais imaginé. Mais par contre, je me suis souvent dit, ouais, ça marche moins bien que ce que j'avais imaginé. Si cette pression ne finit pas par le faire reculer, c'est parce qu'au-delà des contraintes et de la fatigue, il y a quelque chose d'encore plus ancien, encore plus profond, quelque chose qui l'accompagne depuis le début et qui continue de donner du sens à son histoire. Petit à petit, j'ai découvert un peu ma passion aussi pour les films d'horreur. Genre, j'avais mon temps où je regardais plein de vidéos YouTube. Squeezie, je pense, ça a été un des mecs qui a un peu démocratisé l'horreur en France avec les threads d'horreur, là, vraiment de ouf. Je pense que c'est là où un peu tout le monde s'est dit, ah, j'aime bien les histoires qui font un peu peur. Ouais, je pense qu'il a un peu amené ça et je pense que lui aussi, c'est un vrai fan d'horreur. Je regarde des youtubeurs horreur américains, mais je trouve que c'est pas pareil. Il y a un peu des mecs qui font un peu comme Feldup, mais j'ai un peu plus de mal à accrocher. Après, il y a des mecs qui font des courts-métrages géniaux. Mais un court-métrage, ça met un temps fou à faire, du coup, ils sont pas très actifs, tu vois. Et après, quand j'ai rejoint une école de ciné, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup l'horreur. Après, avec mes potes, on regardait des gros films d'horreur tout le temps. J'aime bien avoir peur. Et quand je regarde un film d'horreur qui fait peur et qu'il arrive à me faire peur, je me dis, ah, ils ont géré. Je sais pas pourquoi ça me plaît comme ça, mais j'aime beaucoup. Et si ses créations vivent surtout en ligne, l'un de ses projets les plus importants, lui, n'a jamais été pensé pour Internet. Un travail sur 3 ans, construit loin du rythme des plateformes, et dont l'ampleur ne se dévoile vraiment qu'en s'y plongeant. On a écrit un film d'horreur avec Thibaut. On rêve de faire du cinéma. Et on a voulu le produire. Ça a été plus compliqué que prévu. Après, j'ai été contacté par Michel Lafon, qui est en partenariat avec notamment Webedia. Et en fait, ils m'ont dit, est-ce que tu serais intéressé, etc. Et en fait, je leur ai dit, moi, j'ai un scénario. J'ai une histoire qu'on a écrite qui me tient à cœur. Et j'aimerais la transformer en livre, tu vois. C'est un peu comme ça que ça m'est venu. Et après, on en a parlé avec Thibaut. On l'a réadapté parce que, bien entendu, t'écris pas un film comme t'écris un livre. Pour moi, c'était important de sortir un roman. Quand j'étais petit, j'en lisais énormément. Je suis trop content déjà un peu le goal perso. Et aussi parce que je trouvais que ça rentrait bien dans tout ce que je fais. On fait énormément d'histoires d'horreur. Et là, c'est une histoire d'horreur qu'on a écrite où les personnages, c'est Thibaut et moi. Donc vous jouez vraiment vos rôles? C'est ça. Okay. C'est une fiction, mais c'est vraiment écrit comme une vidéo YouTube. Tu vois, un peu comme La Sorcière ou comme le Mickey Mouse Challenge. Et on va résoudre une enquête un peu mieux ficelée aussi que ce que je peux sortir sur YouTube parce que là,
On a passé 2 ans à écrire le film et ensuite 1 an à l'adapter en roman. C'est plus représentatif de ce qu'on est capable de faire. Si vous aimez mon contenu, et je vous le dis honnêtement, je pense que vous avez passé un bon moment. Puis pour la petite anecdote, si je montre à mes parents des vidéos YouTube à 4 millions de vues, des TikTok à 300 millions de vues, ils font « Ah, c'est cool, tu montres un livre », ils font « Quoi, t'as écrit un livre ?» Ils deviennent fous, tu vois. Et j'ai vu dans les yeux de mes proches, tu vois, quand le livre est sorti, genre ils étaient trop contents pour moi et du coup ça fait trop plaisir. Ça leur parle plus. Ouais, c'est ça, ça leur parle beaucoup plus, ouais, c'est ça. Maintenant que nous connaissons son histoire jusqu'à la dernière page, une suite semble encore s'ouvrir, dans une direction différente, peut-être plus libre et plus créative. Moi, je suis un peu un malade. Je veux tout le temps sortir du contenu partout. J'ai sorti des grosses vidéos en fin d'année dernière où il y avait beaucoup de pression, de trucs dans tous les sens et beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, je peux pas en sortir plus. C'est pas possible, tu vois. Parce que du coup, tu rentres dans un truc où t'es obligé d'accélérer l'écriture. Du coup, c'est moins bien. De torcher le tournage, du coup, c'est moins bien fait et tout. Et du coup, là, je me suis dit, non, là, tu sors rien pendant quelques temps. Et j'essaie de redémarrer un peu différemment par rapport à l'année dernière pour essayer de faire des trucs qui me plaisent beaucoup. J'ai jamais fait des trucs qui me plaisent pas, mais je me dis, ah, j'aurais peut-être dû faire ça différemment pour que ça me plaise encore plus. Et par conséquent, que ça plaise encore plus aux gens, parce que je suis convaincu que si on voit que moi je prends trop de plaisir à faire mes trucs, les gens vont encore plus aimer. Après, il y a des trucs que je peux pas trop dire, mais sur lesquels on bosse, mais où j'espère qu'on aura beaucoup de succès, mais je peux pas trop en parler. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à toi, Tony. Et merci aussi à vous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'ici. Un grand merci aussi surtout à l'équipe de CLM pour la production de ce tournage. Et évidemment, merci encore à Antienne Raka de nous avoir accueillis dans ses locaux à Webedia. Si ce moodboard un peu différent d'habitude vous a plu, les avocats n'attendent que votre verdict, le like, l'abonnement, le commentaire, tu connais. Et sur ce, à bientôt.